Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes en grand nombre. On voit qu'il y a 112 personnes, plus 40 à un certain endroit. Alors, en tout cas, vous êtes au moins 150 à nous écouter. On est vraiment contents. Moi, je suis Renée Ouimet, je suis directrice du mouvement Santé mentale Québec. Et puis, ce webinaire a lieu dans le cadre de notre semaine de la santé mentale qui va avoir lieu la première semaine de mai et qui va être le lancement d'une campagne annuelle. Alors, pour commencer, je veux vous dire, si vous avez des difficultés, vous avez un numéro de téléphone ou appelez le 514-424-3449. Et puis, à des fins de statistiques, on aimerait vraiment savoir combien vous êtes personnes sur place. Il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui ont répondu et nous dire de quelle région vous êtes. Et suite au webinaire, les personnes de qui on a le courriel, on va vous envoyer un sondage pour avoir vos commentaires. Et bien, évidemment qu'on veut dire un grand merci. Merci à Crise UQAM qui a accepté qu'on fasse le webinaire ici. Et notre campagne annuelle, ben, on réussit à la faire parce qu'on a des entreprises et le ministère qui nous soutiennent. Alors, merci au ministère de la Santé et des Services sociaux, merci à la financière Sun Life et merci à Morneau Chapelle d'être avec nous et de nous offrir les moyens financiers de faire cette belle campagne à travers le Québec. Puis je veux surtout dire, parce que le sens, on l'aborde déjà là, c'est que derrière ces noms-là, il y a des personnes qui sont importantes pour nous. Et puis, ben, merci à ceux et celles avec qui on travaille dans chacun de ces organisations. Voilà. Le mouvement santé mentale, peut-être que vous ne connaissez pas tous, on est un regroupement d'organismes communautaires à travers le Québec et on a un mandat en promotion, prévention en santé mentale. Alors, à l'écran, vous pouvez voir les membres. On a des membres, comme vous voyez, sur plusieurs territoires du Québec. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais si vous allez sur notre site Mouvement Santé Mentale Québec, mouvementsmq.ca, vous allez pouvoir avoir accès à tous nos organismes, les organismes membres, et vous allez pouvoir voir toutes les activités qu'ils offrent sur leur territoire. Les organismes sont autonomes et ils offrent différents services en fonction des besoins de la population. Ce qui nous relie tout le monde ensemble, c'est vraiment la promotion-prévention en santé mentale, c'est-à-dire, quand je dis ça, il y a à peu près personne qui comprend. C'est-à-dire créer, développer, renforcer la santé mentale. C'est-à-dire qu'on agit vraiment sur l'axe du bien-être. Et on trouvait ça important de vous dire c'est quoi la santé mentale pour nous. Alors, c'est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de la vie. Donc, la santé mentale ne se crée pas toute seule, mais ça se crée avec la société, notre famille, nos amis, le travail, la collectivité, les politiques. Et puis, c'est aussi être bien dans les différentes sphères de notre vie, à la fois sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. Bref, ça a l'air bien complexe, mais c'est assez simple, mais c'est toujours en mouvement, la santé mentale. Et quand on a l'aide des autres pour la maintenir, j'ai ma collègue Monique de Québec qui parle toujours de jongler avec des balles, puis qu'on puisse se passer les balles, si je les prendre quand je me sentirais moins bien, et qu'on peut s'entraider comme ça. Alors, la semaine du 7 au 13 mai va être le début de notre campagne annuelle de promotion de la santé mentale, donc vous pouvez en parler toute l'année. Dans le cadre de cette semaine-là, on va vous présenter les outils qu'on a conçus. Le thème cette année, c'est Agir pour donner du sens. C'est issu de l'année passée. Si plusieurs d'entre vous avez vu notre matériel, c'était une pile, 7 astuces pour se recharger. Alors, pendant les 7 prochaines années, on va mettre j'ai le mot anglais qui me vient, le highlight, c'est-à-dire on va vraiment mettre en évidence les astuces. Et cette année, on va travailler sur le thème Agir pour donner du sens, qu'on va décliner en 3 sous-thèmes. Alors, en ce moment, aujourd'hui, on va vous parler du sens. À l'automne, on va vous parler plus de la gratitude. Et au début de l'hiver, dès janvier, on va vous offrir un autre webinaire sur le pouvoir d'agir.
Alors, vous voyez notre matériel, vous pouvez aller le voir en ligne sur êtrebiendansatête.ca. Vous avez des dépliants, des affiches, des fiches d'animation, des cartes à donner parce qu'à l'automne, on veut faire une grande vague de gratitude à travers le Québec. Vous avez des outils pour les adultes, les aînés, les milieux de travail, les jeunes de 12 à 17 ans. Qu'est-ce que le sens? Alors ça, c'est une grande question. Ici, on vous met quelques éléments, mais le sens, c'est aussi plus large que ça. Vous allez avoir 2 personnes qui vont vous en parler aujourd'hui, plus en lien avec les jeunes et en lien avec le travail. Mais le sens, ça peut être avoir du but, des buts, des objectifs. C'est tout le processus pour atteindre nos objectifs, puis c'est pouvoir changer de direction en cours de route. C'est être fidèle à soi et à ses valeurs, parce que quand on n'est pas fidèle à nos valeurs, puis on se rend compte de ça, on devient vraiment pas très heureux. C'est être cohérent. On parle d'une cohérence sociale, d'une cohérence dans les milieux de travail, d'une cohérence individuelle. C'est les petits et les grands rituels qu'on fait, du café le matin au rituel qu'on fait quand on vit un décès. C'est trouver du sens à ce que l'on vit quand on est capable, parce que c'est pas toujours évident, des fois ça prend un petit peu de temps. C'est sentir qu'on est tous interconnectés. C'est la spiritualité pour des personnes, c'est donner du goût à sa vie. Puis, et ce qui est important de savoir, c'est que chaque personne donne pas du sens aux mêmes choses. Et ce matin, j'étais dans le métro et j'aime beaucoup lire Maïté Labrec-Saganache, peut-être vous la connaissez, mais elle a des biens dans le journal Le Métro que je trouve, je suis toujours touchée, et elle parlait du sens de la colère ce matin. Et elle a écrit, elle parlait d'un homme avec qui elle avait parlé, un autochtone, puis elle dit, il m'avait dit d'accepter cette colère et d'en faire quelque chose de constructif. La colère peut nous aider à passer à travers bien des choses. Alors, ça peut être une manière de vivre le sens. Et puis, quand on travaille sur un sujet, on le voit partout. En fin de semaine, j'entendais à Radio-Canada qu'il y a 14 000 ans, on a vu les pistes des premières personnes au Canada il y a 14 000 ans. À Vancouver, on a vu une famille. Et puis, ben moi, quand j'étais jeune, on nous faisait croire qu'on avait découvert le Canada en 1534. Donc, le sens, c'est aussi réécrire l'histoire en fonction de la réalité qu'on connaît. Alors, je vais vous présenter Marie-Hélène Véronneau. Je ne vais pas vous la présenter longuement parce que je ne connais pas tout son CV, mais écoutez, elle nous a fait sa présentation avant de la faire ici. On était tellement passionnés par ce qu'elle nous a dit. Et là, on avait la question, on se disait, est-ce qu'on met Marie-Hélène Véronneau en premier, M. Forêt en deuxième ou l'inverse? Et quand j'ai entendu ce que Mme Véronneau présentait, ce qu'elle présente pour les jeunes peut être tout à fait adaptable partout dans notre vie et dans les milieux de travail. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes dans les milieux de travail qui ont des jeunes aussi. Donc, on a choisi d'inviter Mme Véronneau à prendre la parole en premier. Alors, Mme Véronneau est professeure au département de psychologie ici à l'UQAM. Et Jacques Forêt va prendre, qui est ici à côté, va prendre la parole par la suite pour nous parler du sens du travail et du sens au travail, bref, de ce grand sens. Alors, je laisse la parole à Mme Véronneau. Merci beaucoup. Alors, comme Mme Ouimet vient de mentionner, je suis au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Et plus précisément, je suis dans la section psychologie en éducation. Et puis, je dirige un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'études sur la persévérance scolaire et les influences sociales. Donc, j'étudie beaucoup la réussite éducative, réussite scolaire, beaucoup chez les adolescents, les jeunes adultes. Et donc, quand j'ai préparé la présentation, on m'a fait remarquer, mes étudiants m'ont fait remarquer que je parlais beaucoup du milieu scolaire. C'est mon milieu, c'est ça que j'étudie toujours. Mais je me suis forcée pour essayer de trouver des exemples au-delà du milieu scolaire. Puis je compte aussi sur vous, là, dans vos questions ou dans vos commentaires à la fin, pour apporter vos exemples de d'autres milieux de pratique également. Oh, Mme Véronneau, j'ai oublié de dire, vous pouvez écrire vos questions tout au long de la présentation. Je vais noter vos questions.
Et à la fin, on va avoir un 20 minutes où les conférenciers vont répondre à vos questions. Parfait. Alors, c'est le bon moment pour me couper parce que là, maintenant, on va commencer. Voici le plan de ma présentation aujourd'hui. Alors, en fait, quand les organisatrices m'ont approché, elles m'ont dit que les personnes, les adultes qui sont significatifs dans la vie des jeunes au quotidien ont des questions qu'ils se posent en lien avec le sens. Donc, quand un jeune semble avoir perdu de vue le sens dans sa vie, comment on peut faire pour l'aider à retrouver du sens? Ou comment on peut diriger les jeunes ou les encadrer ou juste les soutenir vers des projets qui collent bien à leurs valeurs. Puis plein d'autres questions que sûrement vous avez, mais qui tournent autour de ces thèmes-là. Alors, c'est ça que j'avais en tête au départ quand j'ai commencé à me préparer pour la présentation. Et puis, donc, on va commencer par certaines théories. 2 théories dont je veux vous parler parce que je trouve que c'est vraiment des bons points d'ancrage. Dans ma recherche et aussi dans mon quotidien, je me réfère souvent à ces théories-là, des fois de façon explicite, des fois c'est plus implicite. Mais ça nous aide à vraiment rattacher les choses dans un tout cohérent. Ensuite, je vais vous parler de certaines études de recherche qui ont été faites, qui s'inspirent de ce genre d'approche théorique-là, puis qui aident à les valider et à dire, ben mon Dieu, ces théories-là, c'est vrai, quand on regarde des données de recherche, ça a l'air d'être effectivement des théories qui tiennent la route, puis qui fonctionnent bien, puis qui expliquent comment les jeunes peuvent trouver du sens dans leur vie. Et puis après ça, pour boucler la boucle, on va regarder comment les théories puis les résultats de recherche peuvent orienter nos pratiques, vos pratiques avec les jeunes dans leur recherche de sens. Et puis, on va essayer, en fait, de trouver des stratégies pour répondre aux questions que je mentionnais tout à l'heure. Donc, commençons avec la première partie sur les théories. Une théorie que j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup depuis longtemps là, dans mes recherches, je pense que Jacques aussi, sûrement, c'est la théorie de l'autodétermination. Qui est assez complexe, mais je vais la simplifier puis ça va être suffisant pour suivre le reste de la présentation. Alors, cette théorie-là nous dit que tous les êtres humains, les jeunes enfants, les adolescents, les adultes et même les personnes âgées ont 3 besoins psychologiques de base qu'ils ont besoin de satisfaire dans leurs différents milieux au quotidien pour maintenir une bonne santé mentale, un bien-être psychologique, puis aussi pour avoir un bon niveau de motivation, puis une motivation saine dans ce qu'ils font. Donc, ne pas être nécessairement motivé parce qu'ils veulent éviter des conséquences négatives. Donc, on essaye d'éviter de faire en sorte que les jeunes fassent leurs devoirs puis étudient à l'école seulement pour éviter d'avoir des échecs puis d'avoir une retenue. On veut qu'il y ait au moins la conscience que certaines notions qui sont plus ou moins intéressantes vont les aider plus tard peut-être dans leur travail ou à faire un parcours scolaire vers une carrière qui les intéresse. Donc, quand on satisfait ces besoins-là, ça aide à avoir un type de motivation qui est plus saine. Alors, je vais les expliquer chacun à leur tour. Premier besoin, le besoin d'autonomie, c'est le besoin d'avoir du contrôle sur sa vie. Le besoin de savoir qu'on peut prendre certaines décisions. On sait tous qu'on n'a pas le contrôle à 100%. De toute façon, c'est pas quelque chose qu'il faut essayer de faire, mais essayer d'avoir un certain contrôle, de faire certains choix. Donc, les jeunes dans le milieu scolaire, quand ils peuvent choisir quelques-uns de leurs cours, tout en suivant un certain cursus de base, mais ça peut quand même satisfaire jusqu'à un certain point leurs besoins d'autonomie dans la direction de leur scolarité. Ensuite, le besoin de connexion sociale, ça, c'est le besoin d'appartenir à une communauté. Par exemple, de se sentir connecté avec sa famille, avec ses parents, ses frères et sœurs. Il y a des jeunes qui ne trouvent pas ce genre de connexion-là dans la famille, qui peuvent le retrouver, par exemple, à l'intérieur d'une maison de jeunes, de bien connecter avec les autres jeunes, avec les animateurs et les intervenants. Donc, il y a plein de façons d'aller satisfaire le besoin de connexion sociale au quotidien pour les jeunes. Puis aussi, il y a le besoin de compétences, le besoin de se sentir bon dans ce qu'on fait. Et puis, c'est sûr que on vit dans une société parfois qui privilégie beaucoup la performance, puis d'être au top, d'être au maximum. Mais le besoin de compétences, en fait, c'est pas nécessairement relié à être toujours super performant, c'est
de se sentir bon et adéquat dans ce qu'on fait, d'avoir une certaine reconnaissance dans notre entourage que les tâches qu'on a accomplies, on les a bien faites. Donc, on n'est pas obligé d'être le joueur étoile de notre équipe de volleyball. On peut être un joueur qui contribue et puis qui aide les autres en équipe à gagner la partie ou au moins à avoir du plaisir dans l'équipe. Je vais parler aussi maintenant de la théorie des buts d'apprentissage. Pour faire un lien avec ce que je disais tantôt, il y a beaucoup de jeunes qui vivent des pressions de performance, soit à l'école ou des fois ça vient de la famille, même dans des activités parascolaires comme des sports où en principe c'est supposé être pour le plaisir. Il y en a qui se font vraiment dire qu'il faut qu'ils performent à leur maximum. C'est une pression qui peut être assez écrasante pour certains. Il y en a qui carburent vraiment à ça, il y en a qui aiment la compétition, puis c'est ça qui les aide à toujours se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes, puis qui apprécient. Mais il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas. Il y a même certains jeunes qui ont des limites, soit des limites physiques ou des limites, des troubles d'apprentissage, par exemple, qui font en sorte que, disons, en milieu scolaire, peut-être que pour eux, c'est pas réaliste de penser qu'ils vont être les meilleurs ou être capables de faire les cours de niveau plus avancé. Alors, si les adultes, soit les enseignants, les conseillers d'orientation, les parents, n'importe quels adultes qui aident le jeune dans son encadrement scolaire, plus ou moins directement, si ces personnes-là peuvent l'amener à avoir des buts, au lieu d'avoir des buts de performance, puis d'avoir les yeux vraiment rivés sur le résultat final, mais plutôt avoir des buts de maîtrise où le jeune se donne des objectifs qui sont atteignables pour lui, puis des objectifs, en fait, qui vont le faire sentir satisfait par rapport à ce qu'il a appris, puis apprécier le processus de sentir qu'il s'améliore et qu'il est, justement, ça s'appelle but de maîtrise parce qu'il a la maîtrise de plus en plus sur l'activité qu'il fait. Ça peut aider à recadrer puis à enlever cette pression de performance. Je vais juste poser la question. Il y a une personne qui écrit qu'il y avait une problématique de son. S'il y en a d'autres, pouvez-vous nous envoyer un petit mot? On va continuer. Puis si je vois qu'il y a d'autres mots, on ira ajuster, on trouvera un ajustement pour le son. Excusez. Oui, il n'y a pas de problème. C'est un bon moment aussi, le commentaire. Parce que maintenant, on passe à la deuxième partie qui porte sur la recherche. En fait, cette partie-là, juste pour vous dire, je l'ai organisée un petit peu. J'ai pris des exemples de projets de recherche. Ce n'est pas une synthèse de la littérature, mais c'est certains exemples. Il y en a qui sont basés sur la relation avec les parents. Il y en a qui parlent plus de la relation avec les enseignants ou dans les activités parascolaires. Donc, c'est comme ça qu'on l'organise, mais la plupart de ces études-là sont quand même assez généralisables à d'autres milieux. Donc, première étude ici qui a été réalisée par ma collègue ici en psychologie, Thérèse Coupard, ainsi que ses collaboratrices, portait en fait sur le type de soutien que les parents apportent à leurs jeunes. C'était fait sur des élèves de 5e année, puis ça, c'était vraiment relié au milieu scolaire. Donc, il y a certains parents qui ont tendance à donner un soutien vraiment inconditionnel à leur enfant, même si ce que leur enfant privilégie à l'école, les matières qu'ils préfèrent, ce dans quoi ils ont envie d'être bons, c'est pas nécessairement ce que les parents préfèrent, mais ils acceptent que leur jeune ait ses propres intérêts et ils acceptent aussi que leur jeune ne va pas réussir à 100% tout le temps. Donc, il peut y avoir des échecs qui mènent à certains apprentissages. Donc, si le jeune perçoit que ses parents le soutiennent de façon inconditionnelle, ça va le faire sentir compétent, répondre aux besoins de base de compétences. Puis ça va contribuer à rendre le jeune moins anxieux. Puis ça va même l'aider à avoir un meilleur rendement scolaire. Tandis que les parents qui communiquent un soutien, puis des fois c'est subtil, c'est pas nécessairement volontaire, mais si les parents communiquent un soutien plus de type conditionnel, donc ils vont soutenir, ils vont encourager ou ils vont avoir des commentaires positifs envers leur jeune, surtout quand le jeune performe bien dans ce qui est important pour les parents. Moi, je veux que mon jeune soit bon en sciences, puis quand il y a une bonne note en sciences, et que je suis contente, puis je fais des beaux sourires, puis quand il y a des échecs, ben là, la relation se refroidit un peu. Dans ces situations-là, le jeune peut avoir l'impression d'être moins compétent. Même, il peut avoir l'impression d'être moins compétent qu'il est réellement. Ça le rend plus anxieux. Et ça peut avoir un impact négatif aussi sur son rendement scolaire. Alors, cette étude-là, maintenant, ce que ma collègue
Mme Fort me disait, c'est qu'ils sont en train de vérifier ce genre d'hypothèse-là aussi, au-delà des parents, mais aussi avec la relation entre l'enseignant et l'élève. Je pense qu'on peut sûrement imaginer qu'il y a des processus semblables dans d'autres secteurs où il peut y avoir de la compétition, comme par exemple des sports d'équipe, donc les entraîneurs qui travaillent avec les jeunes, le type de soutien qu'ils donnent à leurs jeunes, donc conditionnel ou inconditionnel. C'est quelque chose qu'on peut garder en tête. Maintenant, je vous parle d'une étude qu'on est en train de réaliser à notre laboratoire. Ici, c'est des résultats préliminaires. C'est une étude longitudinale qui a été faite sur 3 années, secondaire 3, 4 et 5. Et ce qu'on a pu voir, c'est que de la 3e à la 4e année du secondaire, on voit une augmentation de la motivation scolaire chez les élèves qui rapportent percevoir des relations positives entre les élèves et les enseignants à leur école. Puis, le type d'item qu'il y avait dans notre questionnaire, c'est les enseignants démontrent du respect envers les élèves, les enseignants sont justes envers les élèves, les enseignants sont à notre écoute. Donc, on voit, je trouve qu'on peut faire un lien avec l'étude précédente. Aussi, je trouve que ça ressemble à un certain genre de soutien qui est plutôt inconditionnel. Les enseignants voit la valeur des élèves comme personnes au lieu de juste avoir des interactions basées sur leur rendement scolaire. Donc, on voit que de la 3e à la 4e année, de la 4e à la 5e année du secondaire, ce type de relation-là augmente la motivation des jeunes. On a vu que ce lien-là est encore plus puissant chez les filles. Et qu'on parle ici de motivation scolaire qu'on dit intrinsèque. Donc, les jeunes qui vivent ces relations-là ont tendance à aimer l'école, à avoir envie d'être à l'école, à aimer faire des apprentissages. Donc, c'est une motivation qui est vraiment là, de haut niveau. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mentionné, l'étude précédente, je pense qu'on peut aussi généraliser au type de relation que les élèves ont, non seulement avec leurs enseignants, mais sûrement avec d'autres adultes significatifs qui les soutiennent dans d'autres activités, dans d'autres sphères de leur vie, incluant les activités parascolaires dont on va parler maintenant. Ce qui est intéressant avec les activités parascolaires, c'est que en général, c'est des activités que les jeunes choisissent parce qu'ils ont vraiment envie de faire ça. C'est pas comme les cours du cursus qui sont imposés à l'école. C'est des activités pour lesquelles, en général, les jeunes ont vraiment un intérêt intrinsèque. Donc, ils peuvent vraiment se lancer à fond, puis pas nécessairement avoir les yeux sur « OK, il faut que j'ai une bonne note, il faut que je performe », mais « OK, moi, j'ai envie de faire ça », puis donc de détourner des buts de performance, puis plus avoir des buts d'apprentissage à l'intérieur de ces activités-là, ce qui peut aider à donner un sens à leur quotidien à travers ces activités-là. Donc, cette étude-là qui a été faite sur des jeunes adolescents, puis des adolescents et des jeunes adultes, a mis en lumière 2 aspects de l'expérience en activité parascolaire qui aident à donner du sens. Et puis, c'était vraiment les activités parascolaires de tout type. Du sport, des clubs basés sur des intérêts, des activités d'aide humanitaire, des activités artistiques. Donc, tout type d'activité parascolaire peut aider à donner du sens. Mais la première chose qui contribue à ça, c'est quand le jeune réussit à avoir un engagement spirituel envers son activité. L'engagement spirituel, c'est quand le jeune a l'impression de connecter avec d'autres, donc vraiment trouver une communauté à l'intérieur de son activité. Puis de connecter avec quelque chose de plus grand que soi. Donc, quand à l'intérieur de l'activité, le jeune a l'impression qu'il fait son petit bout pour une œuvre collective qui peut bénéficier beaucoup de personnes ou qui peut bénéficier la société en général, c'est quelque chose qui l'aide à donner du sens. L'autre aspect qui aide à donner du sens dans les activités parascolaires, c'est quand le jeune est capable de vivre de la générativité. Alors, la générativité, on peut la définir en gros comme avoir l'impression de donner au suivant, d'avoir une préoccupation pour le bien-être, une préoccupation en fait bienfaisante pour les générations futures. Et puis, ça, c'était quelque chose que, je dirais, auparavant, on avait l'impression que ça émergeait plus tard dans la vie, mi-trentaine, quarantaine, cinquantaine. On pense au futur parce qu'on se dirige peut-être vers la retraite, mais c'est quelque chose que même les adolescents puis les jeunes adultes veulent vivre, ils veulent donner à la génération suivante. Si, par exemple, il y a des élèves qui font partie d'une équipe sportive à leur école, puis qui sont sur le point là, de quitter, d'aller au cégep,
le fait d'avoir contribué à un bel esprit sportif, à une belle communauté d'entraide à l'intérieur de leur équipe, de savoir que cet esprit-là va être maintenu même après leur départ, ça leur donne une impression de générativité, ça les aide à trouver du sens dans ce qu'ils ont fait dans leur sport, au-delà de juste l'engagement au quotidien, mais d'aller plus loin que cet engagement-là. Maintenant, je vais vous présenter une étude qui est intéressante parce que je pense qu'elle démontre bien que chaque adulte significatif dans la vie d'un jeune peut aider à faire une différence dans la recherche de sens. C'est une étude qui a été faite sur des adolescents, jeunes adultes, en fait, là, qui étaient à la toute fin de leur parcours secondaire, mais dans des programmes plus techniques et puis professionnels. Donc, des jeunes qui sont à quelques mois d'intégrer le marché du travail. Et puis, on a regardé si le soutien à l'autonomie de la part de la mère, du père et de l'enseignant les aidait à se sentir plus autodéterminés dans différents contextes de leur vie. Et puis, on a confirmé que chacun de ces types d'adultes dans leur vie, oui, effectivement, contribuait à leur autodétermination, leur sentiment qu'ils ont le contrôle et qu'ils choisissent leur destinée. Puis que le sentiment d'autodétermination était associé à un meilleur rendement et à une meilleure compétence scolaire, à une plus grande compétence sociale dans les relations avec les amis. Et puis aussi, pour ce qui est de la recherche d'emploi, les jeunes étaient plus engagés, plus motivés à faire de la recherche, puis à explorer des possibilités d'emploi dans les mois qui suivent. Dernière recherche dont je vais parler, en fait, celle-là, c'est un peu spécial. C'est pas vraiment une étude, c'est plus des réflexions de la part de 3 chercheurs qui ont travaillé beaucoup avec des communautés marginalisées, puis à voir comment ces personnes-là peuvent trouver de la résilience malgré leurs expériences difficiles. Donc, ces chercheurs-là ont travaillé avec des personnes issues de minorités sexuelles ainsi que des communautés autochtones. Et puis, donc, souvent, c'est des personnes qui vivent la marginalisation dans la société plus large, puis qui peuvent vivre des traumas reliés à ça. Mais ces chercheurs-là suggèrent que si un jeune qui vit cette marginalisation-là trouve une collectivité, une communauté à qui il peut s'identifier, qui partagent cette identité-là, puis qui sont capables de s'impliquer dans une lutte collective pour changer l'image de leur communauté, donner une image plus positive, puis faire progresser les droits, par exemple, de leur communauté, ça aide à donner du sens aux expériences de marginalisation puis de trauma qu'ils ont vécues auparavant. Donc, donner finalement un sens positif, constructif à des expériences passées qui étaient négatives puis qui auraient pu affecter leur santé mentale, mais grâce au fait de donner du sens à ce qui s'est passé puis à faire progresser une cause plus grande qu'eux-mêmes, ça peut amener à une meilleure santé mentale à long terme, selon ces chercheurs-là. Donc, c'est un modèle intéressant que devrait, moi, je trouve qu'on devrait faire l'étude pour la valider, mais je pense que c'est intéressant à garder en tête aussi. Alors maintenant, ça m'amène à parler des implications pratiques de ce qu'on vient de voir. Donc, vous savez, hein, vous qui travaillez avec les jeunes, qu'il y a beaucoup de jeunes, hein, tous les jeunes sont différents, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Donc, il n'y a pas une recette miracle pour les aider à trouver du sens. C'est sûr qu'il existe des programmes intéressants pour soutenir la santé mentale. Certains sont très bien faits, sont très bien validés, mais il y aura toujours des jeunes pour qui, hop, ça ne fonctionne pas. Alors, comment on peut avoir des outils au quotidien pour s'adapter à la réalité des jeunes qui sont tous différents? Eh bien, je reviens ici, on retourne aux théories. Puis donc, je vais revenir ici sur la théorie de l'autodétermination avec les 3 besoins psychologiques de base. Alors, première chose, pour ce qui est du besoin d'autonomie, quand on travaille avec des adolescents et avec des jeunes adultes, si on est capable de les intégrer dans notre plan d'intervention, si on peut les amener, de ne pas être juste un groupe d'adultes qui prend des décisions pour eux, puis qu'on amène le jeune à dire ce qu'il pense, puis à nous dire qu'est-ce que lui, il aimerait faire, puis quelles seraient ses priorités ou ses choix dans le plan d'intervention, ça peut aider à combler son besoin d'autonomie, puis à favoriser sa santé mentale puis sa recherche de sens. Ensuite, pour ce qui est de la connexion sociale, donc les jeunes qui sont en perte de sens, je pense que pour les adultes dans leur vie là, qui veulent les aider à retrouver du sens, on peut essayer de les guider vers une communauté
d'appartenance positive. Il y a des jeunes pour qui ça va pas toujours bien avec la famille. Il y a des jeunes qui ont l'impression qu'ils n'ont pas vraiment leur place à l'école parce qu'ils ne connectent pas avec les autres élèves ou qu'ils ne connectent pas bien avec leurs enseignants. Le besoin de connexion sociale est fondamental. Donc, si on ne trouve pas de connexion dans notre quotidien, on risque d'aller ailleurs. C'est pour ça qu'il y a certains jeunes qui vont aller vers des gangs de rue, des gangs plus délinquants, et pour combler ce besoin-là, mais avec des conséquences qui peuvent être négatives à long terme. Donc, si les adultes peuvent leur ouvrir la porte vers d'autres communautés, peut-être une maison de jeunes ou des activités parascolaires où le jeune peut trouver des personnes qui partagent leurs valeurs puis qui peuvent lui permettre de construire des liens, des relations significatives. Ça peut aider justement à combler ce besoin-là puis à favoriser sa santé mentale. Finalement, pour le besoin de compétences, c'est important pour les jeunes de trouver un endroit où ils peuvent se sentir bons dans leur vie. Puis, comme je l'ai dit au début, se sentir bon, c'est pas nécessairement se sentir performant. On peut, par exemple, proposer à un jeune qui est en perte de sens d'aider un organisme communautaire, une banque alimentaire, lui permettre de contribuer à une œuvre qui va aider les autres. Donc, on ne lui demande pas d'être performant, on lui demande juste d'accomplir certaines tâches qui peuvent vraiment faire un changement dans la vie des personnes. Donc, la personne peut sentir que je suis bon à quelque chose. Et donc, pouvoir combler ce besoin-là à l'extérieur des activités qui sont généralement imposées aux jeunes comme bien performer à l'école. Puis, dernière chose, si je peux conclure là-dessus, ce serait de valider la quête de sens, la recherche de sens du jeune. On est des adultes, on sait que la recherche de sens, c'est quelque chose que tout le monde vit un jour ou l'autre. On va même le vivre plusieurs fois dans notre vie. Puis les premières fois qu'on le vit, on peut trouver ça difficile. On peut avoir l'impression qu'on est la seule personne au monde qui a ces questionnements-là. Des fois, on a l'impression d'être la seule personne qui ne se sent pas à sa place dans son milieu de travail, dans son milieu, dans son programme d'études. C'est des grosses remises en question. Alors, si les adultes significatifs dans la vie des jeunes peuvent leur communiquer que non seulement c'est normal, mais que c'est sain de prendre le temps de chercher le sens, de chercher qu'est-ce que c'est les valeurs auxquelles je crois, puis c'est quoi les options dans ma vie que je peux prendre pour vivre selon mes valeurs, bien, ça vaut la peine de se poser ces questions-là parce que ça peut avoir un effet vraiment positif à long terme. Donc, que les adultes puissent dire aux jeunes qui sont présents pour eux, pour essayer de répondre à leurs questions, mais surtout pour les soutenir à travers ce processus-là qui peut être difficile dans certains cas. C'est quelque chose qui peut vraiment faire une grosse différence dans la vie des jeunes. Voilà, je conclue là-dessus. Merci de votre attention. Merci beaucoup. J'entends les applaudissements. Virtuels. Oui, écoutez, c'est triste de ne pas prendre vos questions, c'est-à-dire, moi, je regarde vos questions, mais on va y répondre après la présentation de M. Forêt. Je vais inviter M. Forêt à s'approcher. Comme ça, vous pouvez voir le verre d'eau de Mme Béraud. Est-ce qu'on pourrait donner de l'eau à M. Forêt pour qu'il tienne le coup Excellent. de sa présentation? Donc, parfait. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jacques Forêt. Je suis psychologue de formation. Je travaille à l'École des sciences de la gestion. Je remercie Marie-Hélène qui a déjà fait une partie de mon travail en vous parlant des 3 besoins. Donc, moi, je vais vous parler du sens au travail, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, puis qu'on peut élargir les éléments d'intervention possibles au quotidien. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les motivations au travail ou les motivations des gens dans la vie. Marie-Hélène vous en a un peu parlé. Je vais suivre un peu la même séquence où je vais vous présenter des éléments théoriques. Ensuite, on va aller voir dans la vraie vie, puis ensuite dans les applications. D'ici à ce qu'on se quitte dans 19 minutes, je vais vous donner une intervention qu'on a testée scientifiquement et qui peut augmenter le plaisir, le fonctionnement optimal au travail. Donc, la théorie que j'utilise, que Marie-Hélène utilise, et on est environ peut-être 600 chercheurs sur la planète à l'utiliser, c'est la théorie de l'autodétermination. Vous avez sur la diapo présentement un résumé de 45 ans de recherche en une slide. Je vais concentrer votre attention sur la 3e colonne où on mesure les différents types de motivation qui existent, peu importe la tâche. Que ce soit le travail, l'école, les loisirs, le sport de haute performance, il y a 4 grandes catégories de raisons que l'on peut invoquer pour pratiquer une activité.
Les deux premiers types de motivation, c'est de faire une tâche par plaisir, parce que c'est agréable. Donc ça, c'est la motivation intrinsèque. Mais en milieu de travail, il ne faut pas croire les livres de gestion qui vont vous dire que vous pouvez avoir du plaisir partout et tout le temps. C'est pas vrai. Même chose à l'école, c'est pas vrai que toutes les tâches vont être intéressantes. Donc, le plaisir, idéalement, il faut en augmenter la présence autant que faire se peut. Mais c'est là que le deuxième type de motivation va être très important. Le deuxième type de motivation, c'est la motivation qu'on va appeler identifier. Lorsqu'on s'identifie à une cause qui est plus large que soi, lorsqu'on contribue à un but qui est en concordance avec ses valeurs personnelles, ça sera ce deuxième type de motivation-là. Donc, le plaisir et le sens, les motivations intrinsèques et identifiées, si on fait un résumé de plusieurs recherches dans différents milieux, plus vous les avez présents au quotidien, plus ça va être bon pour vous, bon pour vos collègues et pour l'organisation en général. Donc, ça va augmenter votre niveau d'énergie, votre concentration, vous allez être plus efficace, vous faites vos tâches, vous allez même en faire plus que votre tâche et ça mène à des comportements adaptatifs dans la durée. Donc, ce qu'on veut le plus possible, c'est d'avoir du plaisir et du sens au quotidien dans notre travail, mais aussi dans d'autres sphères de vie. Les deux autres types de motivation qui existent et qui sont démontrés comme étant de moins bonne qualité sont les motivations orgueil et récompense. Donc, en termes scientifiques, on va les appeler les motivations introjectées et extrinsèques. Les motivations introjectées, c'est tout ce qui est relatif à l'ego, à l'orgueil, à la réputation. Les gens qui veulent à la fois beaucoup se prouver ou encore éviter de paraître fou aux yeux des autres. Et les récompenses, ce qui est motivation extrinsèque, peut être sociale, vouloir plaire à d'autres personnes, vouloir plaire à notre patron, à nos parents, etc. Ou encore des récompenses matérielles, vouloir obtenir le bonus annuel, avoir une voiture de fonction, des signes extérieurs de prestige. Ça va être dans le giron de ces motivations-là. Or, la recherche va montrer que plus vous avez ces deux types de motivation-là, plus c'est négatif pour vous, pour vos collègues, pour votre organisation. Ça va être lié à plus d'épuisement, plus de fatigue émotionnelle. Il y a des enquêtes qui vont faire calculer aux gens combien ils font d'argent à la seconde. Essayez de calculer votre salaire que vous faites à la seconde, vous allez voir, c'est excessivement démotivant. Lorsque seulement l'argent nous retient au travail, ce n'est pas une motivation qui est de qualité. C'est un peu de la malbouffe pour le cerveau. Ça va être aussi relié à des distractions, à une performance minimale. On se traîne un peu les pieds parce que les raisons qui nous animent ne sont pas d'excellente qualité. On revient ici à 40 ans de recherche en une diapo. Vous remarquez à la deuxième colonne qu'il y a les trois besoins dont Marie-Hélène vous a parlé. Le besoin de se sentir efficace, autodirectif et bien connecté vont, lorsqu'ils sont satisfaits, vont augmenter les motivations intrinsèques et identifiées, ce qui va augmenter plein de conséquences positives pour votre tête, votre cœur, votre corps en général. Au bas de la diapo, vous voyez que ces mêmes besoins-là peuvent être frustrés. Vous pouvez activement vous sentir incompétent ou encore vous sentez qu'on restreint votre marge de manœuvre ou qu'on vous force à être quelqu'un que vous n'êtes pas ou encore vous sentez non seulement que vous ne connectez pas avec vos collègues, mais qu'activement on vous repousse, on vous chasse du paysage. Si vos besoins sont frustrés, si votre cerveau ne peut pas avoir des fruits et des légumes, il se rabat sur la malbouffe, des stratégies compensatoires. Et c'est là qu'on voit apparaître des niveaux de motivation, orgueil et récompense plus élevés, ce qui a des conséquences négatives. Vous voyez à la toute gauche du graphique qu'il y a différents leviers que l'on peut activer, soit pour satisfaire ou moins frustrer ces besoins-là. L'enquête que Marie-Hélène vous a présentée, par exemple, le soutien père, mère, enseignant, ici, vous avez différentes sources au travail, les tâches que vous faites, les relations avec vos collègues, votre supérieur immédiat, votre unité d'affaires, l'organisation, puis même le pays d'appartenance va parfois avoir certains impacts sur votre quotidien. Donc, il y a trois besoins à satisfaire, compétences, autonomie, affiliation, et c'est ce qui va augmenter plaisir et sens. Le sens étant très important au travail parce que le plaisir n'est pas toujours possible. Ici, vous avez un exemple de recherche qu'on a publié. On a fait une enquête avec les infirmières au Québec auxquelles on demande de faire du temps supplémentaire obligatoire. Donc, le temps supplémentaire obligatoire, ce sont les demandes que vous voyez en haut. Plus on vous demande de rester après un long chiffre de travail, on vous demande de voir beaucoup de patients, patientes, mais ça va frustrer votre besoin de compétences. Vous ne vous sentez pas aussi efficace. Vous ne sentez pas que vous n'avez le choix vous n'avez pas le choix de rester parce qu'on vous l'impose nommément. Et puisque vous avez une surcharge de travail, vous ne pouvez pas jaser longtemps avec les patients, patientes ou avec vos collègues.
Mais qu'est-ce qu'on va faire en retour? Je remarque qu'il y a une petite faute dans mes acétates. Ça va augmenter les motivations introjectées et extrinsèques. Donc, il faut changer les diapos, excusez. Donc, en augmentant les motivations extrinsèques et introjectées, ça va augmenter la détresse psychologique, augmenter les plaintes somatiques, diminuer l'engagement et diminuer la performance. Par contre, en bas, lorsqu'on vous donne des ressources au travail, ça va augmenter la satisfaction des besoins, ce qui augmente les bons types de motivation, ce qui augmente l'engagement et la performance. Donc, vous avez là, en contexte réel, avec une population spécifique, des exemples qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Vous avez ici, pour vous convaincre peut-être du même propos, ici c'est une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est qu'on prend plein d'études et on les met dans un seul et même type d'analyse. Puis vous voyez la variable qui explique le plus à la toute droite, est-ce que ma tête va bien et est-ce que mon corps va bien, c'est la perception de soutien sur les 3 besoins. Donc, ces 3 besoins-là sont importants pour tout le monde, partout, tout le temps. Qu'on soit un jeune, un adolescent, un adulte, une personne âgée, vous avez besoin d'avoir vos 3 besoins satisfaits partout, tout le temps. En contexte de travail, si vos besoins sont juste satisfaits au travail et pas à la maison, vous risquez de devenir workaholic. À l'opposé, si vos 3 besoins sont juste satisfaits à la maison, mais pas au travail, vous risquez de vous rendre à reculons un peu au travail uniquement pour le salaire parce que ce n'est pas là que vous vous émancipez. Une vie parfaite serait une vie où nos 3 besoins sont satisfaits à la fois au travail et dans d'autres sphères de vie. Et c'est d'ailleurs le but des recherches, c'est de trouver les paramètres qui permettent d'expliquer ça et des interventions pour qu'on puisse agir sur ces leviers-là. Donc, là, je viens de vous parler de la recherche. On va aller voir dans la vraie vie si ça peut fonctionner. Moi, je suis dans une école de gestion, puis une des questions qu'on a tout le temps, c'est est-ce que c'est rentable de prendre soin des gens? On a publié un article dans le Oxford Handbook que vous voyez là, où on a pris les arguments des économistes en disant OK, on va prendre vos analyses économétriques pour voir est-ce que c'est rentable de prendre soin de la santé mentale des gens. On a montré que chaque dollar investi, avec des indicateurs assez conservateurs, que chaque dollar investi pour prendre soin des gens pouvait rapporter jusqu'à 3,19. Donc, pour celles et ceux qui ont besoin d'arguments monétaires, en voilà un qui peut être utilisé. C'est souvent celui que j'utilise en premier pour convaincre, par exemple, des comptables ou des gens en finance que ça vaut la peine de s'intéresser à l'humain. Donc, dans la vraie vie, ça semble être rentable. Un autre exemple, vous avez ici le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a vu les différentes enquêtes sur la théorie de l'autodétermination et qui ont vu, bon, si les 3 besoins fonctionnent pour tous les êtres humains, on va l'essayer dans notre province. Vous avez à l'écran leur stratégie de santé mieux-être où vous avez vie sans tabac, saine alimentation et activité physique. Ça peut ressembler au Québec à ce qu'on a avec le défi 0,530. Mais vous voyez, la grosse portion de la tarte, c'est les 3 besoins, ce qu'ils ont appelé la santé psychologique et la résilience. Dans tout le Nouveau-Brunswick, ils sont 800 000 et dans la fonction publique, en 6 ans, ils ont été capables d'économiser 11,5 millions de dollars en réclamation d'assurance. La beauté de la chose, vu que c'est une administration gouvernementale, ils vont vous donner gratuitement sur Internet toutes leurs recettes pour les écoles, les communautés, les ministères, les milieux de travail. Vous avez même une étude de cas du Conference Board du Canada qui explique toute la démarche qu'ils ont prise. Donc, une bonne théorie, lorsqu'on la transpose à plusieurs personnes, ça semble donner des résultats intéressants également. Un autre exemple dans la vraie vie, vous l'avez, c'est la firme d'évaluation des risques psychosociaux qui s'appelle Stimulus. C'est une firme qui est basée à Paris. Ils ont utilisé les questionnaires pour mesurer la motivation autonome, entre autres, avec une mesure de stress validée avec des indicateurs physiologiques de corps. Et avec les données qu'ils ont collectées, on a pu montrer que plus vous avez de plaisir et de sens, moins vous allez être stressé. Alors que si vous vous mettez de la pression vous-même avec votre ego ou encore une pression sociale, ça va augmenter vos niveaux de stress. On l'a publié en français dans une revue de praticiens. Donc, il y a même des firmes qui utilisent ce cadre-là. J'ai eu la chance aussi d'aider l'équipe de ski acrobatique féminine aux derniers Jeux olympiques, pas les derniers Jeux olympiques, mais aux Jeux olympiques de Sochi, où vous avez vu les sœurs du Four-la-Pointe gagner les médailles d'or et d'argent. Essentiellement, ce qu'on a fait l'année pré-olympique, c'est on a posé la question à tout le monde, les athlètes, les entraîneurs, les employés de soutien, les administrateurs de Ski Acrobatique Canada, comment on peut satisfaire vos 3 besoins à tous les jours, puis comment on peut ne pas frustrer vos 3 besoins. On a mis un plan de qui fait quoi, quand, où et comment et pourquoi. Avec ces 3 besoins-là, ça semble peut-être avoir été efficace.
parce qu'on a eu 2 filles sur le podium et les 4 filles ont fait la finale et ont aussi donné leur pleine performance. Il y a un reportage récemment qui expliquait un peu leurs 2 dernières expériences olympiques. Puis la beauté de la chose, c'est qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'on prenait soin d'elles. Ils se sont juste sentis bien. Donc, les gens ne sont pas obligés de connaître les 3 besoins, mais lorsqu'on met en place des instances qui permettent de satisfaire ces besoins-là, ils vont le ressentir et le savoir. Un dernier exemple, dans 2 semaines, je vais être à la base militaire de Gagetown. On a un partenariat de recherche avec les Forces armées canadiennes. Un des gros problèmes que l'armée a, c'est de retenir les gens qu'ils forment. Souvent, ils vont payer la formation des gens, mettons pendant 5 ans, et ils vont demander en retour de demeurer 5 ans. Donc, le plus haut taux de roulement va se situer à cette période-là où les gens peuvent quitter l'armée sans pénalité. Une des interventions qu'ils ont faites, ils se sont rendus compte que les militaires adorent leur travail, peu importe où ils soient, au Canada ou sur la planète, mais c'est souvent avec la famille que ça pose problème. Donc, la famille qui suit, le conjoint-conjointe, les enfants. Donc, ils ont développé tout un programme pour que les familles se sentent intégrées à la plus large communauté. Donc, en faisant ça, ils se sont rendus compte que ça réduisait les taux de roulement. Et encore là, on s'est concentré sur les 3 besoins, non seulement des employés directement, mais de leur entourage qui les accompagnait un peu partout, soit au Canada ou ailleurs sur la planète. On arrive maintenant dans les dernières portions, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on peut agir directement? Marie-Hélène en a parlé un petit peu, que tout le monde a des forces et des faiblesses. Dans nos organisations, puis dans la société en général, on va souvent se concentrer sur les faiblesses. On va s'imaginer qu'en connaissant bien nos faiblesses, en mettant un programme pour y pallier, c'est là qu'on va s'émanciper, actualiser notre plein potentiel et se développer. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'excessivement impatient. Ça fait au-delà de 40 ans que j'essaie d'être moins impatient avec des résultats très médiocres. Je suis encore très impatient. Donc, de travailler sur ces faiblesses, ça demande de l'énergie. On a très peu de résultats. C'est quelque chose qui est présent en nous depuis toujours, mais il faut juste y faire attention si elles nuisent à votre performance. Tout le monde a des faiblesses et il faut s'en occuper si ça nuit à votre performance. Mais si ça ne nuit pas à votre performance, tout le monde en a et on peut les tolérer. Le plus grand potentiel de développement de l'être humain se situe plus du côté des forces, qui, encore là, ce sont des éléments naturels et authentiques. Des forces, c'est quelque chose qu'on a en nous depuis toujours. À la différence que lorsqu'on les utilise, vous avez le pôle positif de la batterie sur l'image, ça va vous donner de l'énergie, ça va être relié au fonctionnement optimal, ça vous vient aisément, vous allez apprendre facilement à vous développer. Donc, l'idéal, c'est de connaître ses forces et de les utiliser souvent, longtemps et intensément. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les faiblesses, mais il faut uniquement s'en soucier si ça nuit à la performance. Donc, si vous avez un problème de gestion de la colère et que vous êtes en service à la clientèle, c'est une très bonne idée de s'occuper de cette faiblesse-là. Mais il faut garder nos forces, nommément, garder nos énergies pour connaître et utiliser ces forces. En psychologie, on a un livre qui s'appelle le DSM-5. C'est le livre de tout ce qui va mal avec l'être humain. C'est un livre, on est rendu à la 5e édition révisée. Les psychiatres vont aussi les utiliser. À la fin des années 90, début des années 2000, il y a des gens qui se sont dit « Il est où l'anti-DSM-5? Où est le livre de ce qui va bien avec l'être humain? » Il n'existait pas et ils l'ont créé. Je vous donne ici à l'écran un questionnaire qui est disponible gratuitement. Il est validé avec plus de 5 millions de personnes. Il est disponible en 40 langues. Donc, c'est le questionnaire Values in Action, de là les 3 premières lettres, le VIA. MI, ça veut dire pour moi, viami.org. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a développé un questionnaire qui mesure scientifiquement les 24 forces qui sont propres à l'humanité. Donc, le classement des forces, donc il y a un livre et plusieurs ressources là, qui sont disponibles. Vous avez là les 24 forces qui sont propres à l'être humain. Partout sur la planète, peu importe la culture, on a été capable de détecter ces 24 forces-là. Vous remarquez que les forces se regroupent par 6 grandes catégories qu'on appelle les vertus. La première vertu, c'est celle de sagesse et intelligence. C'est toutes les forces qui sont plus cognitives, de réflexion, réfléchir, penser. La deuxième vertu de 6, c'est le courage, donc des forces d'énergie, de foncer, d'aller de l'avant. La troisième vertu de 6, c'est celle d'humanité, où on va retrouver des forces qui sont interpersonnelles, relativement proches.
La quatrième vertu de 6, ce sont encore là des forces interpersonnelles, mais à un niveau plus large. Ça va être, par exemple, dans les groupes, les équipes ou encore dans les organisations. Ça va être la vertu de justice. La cinquième vertu est celle de tempérance, donc ce qui est tout ce qui est modération ou modulation des conflits, tempérer nommément les situations. Et en dernier lieu, la dernière vertu s'appelle transcendance, donc ce sont plus des forces de l'ordre du spirituel ou encore du ressenti. Quand vous passez le questionnaire qui est gratuit, la beauté de la chose, c'est que tout le monde sur la planète a en soi ces 24 forces-là, mais pas dans le même ordre. Le questionnaire va les ordonnancer de la plus présente à la moins présente. Et les 5 premières sont celles qu'on appelle vos forces signatures. Donc, c'était votre signature dans la vie. Moi, j'ai passé ce questionnaire-là en avril 2004, puis ça a changé ma trajectoire de carrière. Essentiellement, ce que le questionnaire m'a dit, c'est « Jacques, tu es un nerd, assume ». Ça m'a pris une bonne trentaine d'années avant d'assumer ça, mais ça m'a mis sous les yeux ce dans quoi j'étais bon, puis ce que je devrais faire. On a testé une intervention avec un groupe expérimental, un groupe contrôle. On a testé avant, après. Et on a pu montrer que d'utiliser ces forces, ça augmentait à la fois la performance, mais aussi le bien-être. Donc, les forces, lorsqu'on est capable de les satisfaire, on va se sentir compétent. C'est parfaitement nous-mêmes et il nous reste de l'énergie pour connecter avec les autres, ce qui va augmenter le plaisir et le sens que l'on vit, ce qui va ensuite augmenter notre niveau de vitalité, d'énergie. Donc là, je vous présente au hasard 2 enquêtes qu'on a publiées, mais les résultats sont pas mal toujours dans cette direction-là, que lorsque vous connaissez vos forces, que vous pouvez les utiliser souvent, longtemps et intensément, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, ça va augmenter les probabilités de voir apparaître à la fois le plaisir, le sens, des indicateurs de bien-être et de santé. Je vous donne ici un exemple de ce qu'une organisation a fait. Au Comité olympique canadien, tout le monde a passé le questionnaire des forces. On a fait un document où les forces des gens sont affichées, mais voyez où ils l'ont mis. Ils ont imprimé et plastifié toutes les forces des employés, mais ils les ont mis en arrière des téléphones. Donc, lorsque votre collègue vous appelle, vous avez ces forces personnelles sous les yeux et vous ne pouvez plus pas savoir les forces de vos collègues puisqu'on vous les a dites. Ici, dans une firme de consultation, on a fait la même logique, sauf que sur chaque bureau de chaque employé, vous avez une espèce de petit cube qui tourne sur lui-même, où d'un côté, vous avez les forces du questionnaire dont je viens de vous parler. Sur l'autre côté, on le voit un petit peu moins bien, mais c'est les forces que vos collègues vous ont données, les qualités ou les attributs positifs que vos collègues vous ont donnés. Donc, lorsque vous voulez apprendre à connaître un collègue, vous pouvez aller voir son petit cube. On a aussi fait cette intervention-là dans plusieurs endroits, par exemple le centre de réadaptation en Estrie ou encore la firme d'actuaires conseil Normandin-Baudry. Ces 2 endroits-là nous ont donné la permission de parler de ce qu'on a fait chez eux, puis on a publié un chapitre de livre sur l'intervention. Que ce soit le public, le privé, à but lucratif ou non, l'être humain reste un être humain et si on connaît ce qu'il y a de mieux chez lui et qu'on l'utilise, ça augmente le plaisir et le sens au quotidien. Donc, c'est ce qui complétait mon exposé. Eh bien, merci beaucoup. C'est M. Forêt nous avait envoyé le PowerPoint, puis il nous a demandé est-ce que ça va comme présentation. On a dit parce qu'on n'avait pas toute la chair qui allait avec le PowerPoint. C'est vraiment intéressant puis vous vous rejoignez vraiment. C'est vraiment intéressant. Alors, on va prendre les questions. Il y en avait une, je vais en poser une à l'autre. Il y a quelqu'un qui vous pose la question, je suis déléguée sociale, j'aimerais connaître de quelle façon je peux apporter tout ça à mes employeurs. Faut souvent prendre les gens par le langage qu'ils connaissent. Si ce qui est important pour vos gestionnaires ou vos employeurs, c'est par exemple les réclamations d'assurance, ça va être bon de passer par le langage financier pour dire vous allez sauver de l'argent. Il y a d'autres endroits où l'argent va être moins important, puis c'est vraiment l'humain qui va primer. Ça va être de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter le bien-être chez les gens. Donc, vous pouvez prendre des arguments de recherche qui prouvent qu'il y a 3 facteurs universels, mais que chaque personne va les satisfaire de façon différente. Moi, je crois bien gros à la science, là. C'est peut-être des arguments qui peuvent militer en faveur de bonnes interventions.
sans s'être coordonnés, on a parlé de la même théorie, Oui. donc ça a l'air pas pire. Oui, ça a l'air intéressant. Vous avez parlé de soutien conditionnel aux jeunes, puis je sais quand on s'était parlé, vous l'aviez nuancé un petit peu parce qu'inconditionnel, je suis sûre qu'il y a des personnes qui se disent mais là, je ne vais pas dire oui à tout. Oui, bien sûr bien sûr que non, surtout quand on parle que cette étude-là a été faite avec des enfants de 5e année. Là. Mais en fait, je pense que je suis allée justement voir ma collègue qui a fait cette étude-là pour en discuter avec elle. Puis c'est dans la relation, c'est dans l'interaction avec le jeune. Alors, puis là, cette étude-là en particulier, c'était vraiment dans le contexte scolaire. Donc, c'est normal pour les jeunes d'avoir, des fois, bon, ça va bien, des fois, ça va moins bien, puis des fois, ils ont des difficultés. Comment le parent réagit? Est-ce qu'il, je pense que je vais revenir sur les forces et les faiblesses. Est-ce qu'il dit, bon, ben, OK, cette fois-ci, peut-être ça n'a pas bien été, tu as eu une moins bonne note, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour essayer de l'améliorer? Puis, ça ne fait pas que je t'aime moins, ça ne fait pas que je vais te laisser tomber parce que tu m'as déçu. Des fois, on ne dit pas dans ces mots-là, mais c'est ce que l'enfant entend, ou ce qu'il lit un peu entre les lignes. Donc, d'affirmer que c'est correct, puis je crois en toi, puis je pense qu'on peut trouver la solution pour t'aider à t'améliorer. Donc, il ne s'agit pas, au contraire, il ne s'agit pas de dire que tout est correct, fais comme tu veux, mais c'est que si l'enfant vit des revers ou si on se sent déçu par rapport à nos enfants, peut-être essayer de réévaluer la situation puis de voir, OK, comment je peux le soutenir malgré les difficultés, puis lui montrer que je suis là pour l'aider à les surmonter puis à l'encadrer là-dedans. C'est la même logique en milieu de travail. Beaucoup de gens vont, par exemple, dans les restructurations, on va couper les employés comme argument financier. Ça, c'est comme de demander à un parent de quel enfant vas-tu te départir si tu perds ton emploi. Les gens tout de suite se disent, ben non, on ne fera jamais ça. Ben, c'est la même chose avec les employés. Un être humain reste un être humain. Puis ce que Marie-Hélène trouve dans ses enquêtes à l'école, notre cerveau ne change pas du tout au tout quand on arrive au milieu de travail. Donc, le soutien inconditionnel d'un employeur va aussi être bénéfique. Est-ce qu'il y a une question par rapport à une question économique? Le retour sur l'investissement, oui. Combien de temps, le 1 à 1 de 3,19? Oui. Il n'y a pas de plage de temps selon les analyses économétriques, mais si on avait des données longitudinales comme Marie-Hélène a, on serait capable de dire dans combien de temps, mais si on prend juste une photo instantanée, c'est ce qu'on a pu trouver. Donc, c'est pas tant le temps que d'avoir des données pour prouver votre propos. Puis on donne un cours de maîtrise à l'ESG juste pour calculer ça. Il faudrait qu'on ait quelques heures ensemble pour que je vous explique le détail. Alors, la personne qui a posé la question, vous êtes invité à faire une maîtrise sur le sujet. Il y a la question, comment réagir vis-à-vis des enfants que tout semble, que rien touche, c'est-à-dire ni l'échec ni la réussite. On a l'impression que rien ne les touche quand on est auprès d'eux. Oui, vraiment, perte de sens. Hein? Oui. Peut-être, moi, intuitivement, je dirais peut-être que de trouver une personne qui va être. Des fois, c'est dans le style aussi d'interaction, peut-être trouver la personne à l'extérieur des ressources habituelles. Des fois, on va voir le psychologue scolaire, des fois, on va parler à la directrice. Est-ce qu'au-delà de ça, il y aurait un adulte significatif dans la vie de ce jeune-là qui serait capable de faire en sorte que le jeune se sent accepté tel qu'il est, qu'il se sent compris, puis accepté comme personne? Parce que sinon, si le jeune est habitué que tous les adultes avec qui il est en interaction, ils viennent le critiquer puis lui dire qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire, peut-être que ce serait bien de passer par quelqu'un qui est capable de lui dire, regarde, moi, je pense que tu as des forces, puis on va travailler ensemble pour les trouver, puis justement les encourager. Mais je sais qu'il y a des enfants, puis même des fois des parents qui ont eu des mauvaises expériences à l'école, puis pour eux, le milieu scolaire, c'est comme une grosse barrière parce qu'il y a une grosse côte à remonter dans l'ensemble de la famille. Alors, les milieux communautaires, peut-être à ce moment-là, serait peut-être une petite porte en arrière pour rentrer puis aller rejoindre ce jeune-là. Essayer d'avoir une autre perspective. Puis, pas d'idée préconçue par rapport à la personne qu'on a devant nous.
Il y a la question du diaporama. Je sais que nous autres, on ne vous a pas posé la question si vous allez accepter que ce soit diffusé. Fait que je vous poserai la question après le... Moi, j'ai mieux que le diaporama. Là, j'ai des articles grand public. On a fait de l'infographie puis tout ça. C'est encore plus beau que ce qui est là. On pourra... Ce qu'on va faire, la conférence va être accessible. Alors ça, vous allez y avoir accès. Et puis, ce qu'on pourra faire, c'est essayer d'intégrer une bibliographie qu'on pourra vous faire parvenir aux personnes de qui on a les coordonnées. Et puis, vous pouvez nous envoyer vos coordonnées si on les a pas. Alors, il y a une question par rapport au soutien conditionnel. Mon jeune m'annonce qu'il ne va pas aller à un cours parce qu'il sait qu'ils vont rien faire. Je l'entends, j'avise l'école, mais sans justifier son absence. Ça va évidemment assumer la conséquence. Oui. Est-ce conditionnel ou inconditionnel? Je dirais que c'est une conséquence naturelle. Moi, ma blonde est prof à l'Université de Montréal, puis elle donne des cours de parents avec la même théorie dont on vous a parlé. Puisque vous semblez décrire dans ce cas-là, c'est une conséquence naturelle du choix de l'enfant. Si vous avisez l'école, puis vous estimez que la raison qu'il invoque est justifiée à votre égard, mais que vous savez l'école va lui donner une conséquence, c'est ce qu'on appelle une conséquence naturelle. C'est pas nécessairement une punition. Ce n'est pas non plus une récompense de votre part de ne pas aller à l'école, mais le jeune va en percevoir les effets. Puis ces comportements-là en relation hiérarchique, qu'on soit parent, enfant, coach, athlète, gestionnaire, employé, ça peut s'apprendre. Puis il y a des cours de parents qui existent, c'est 7 soirées une fois par semaine, puis vous apprenez un peu ces éléments-là. C'est un soutien à l'autonomie, en fait. Hein? C'est exactement ça. que le jeune apprenne à faire lui-même ses décisions sans que le parent soit là pour ramasser les pots cassés. C'est un bon âge pour commencer à apprendre ça à l'adolescence. Tout à fait. Alors, il y avait la question, le questionnaire sur les forces, à partir de quel âge on peut passer? Il y a un questionnaire version adulte qui existe, puis il y a une version jeunesse, donc c'est la version youth, c'est 11-18 ans. Okay. Donc à partir de 11 ans. C'est pareil, 11-18, hein? C'est le titre, non, mais le nombre de questions, je pense qu'il est moins grand, puis certains mots plus difficiles à comprendre sont enlevés. Okay. Mais donc à partir de 11 ans. Si aussi vous avez des adultes qui ont un niveau de littératie moins élevé, ils suggèrent de prendre la version jeunesse. OK. Il y avait la question qui était revenue par rapport aux jeunes. Quand on a un jeune où on sent que ce soit bon ou mauvais, il n'y a rien qu'on n'a pas de prise. Qu'on lui dise des qualités, ça passe pas. Qu'on lui dise des défauts, ça passe pas. Qu'on a l'impression que ça glisse. Est-ce que ça glisse tout le temps ou il y a des choses qui restent? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question bien, ça va au-delà des recherches. Hein? Je pense que ça, c'est... Effectivement, ça va au-delà des recherches. Je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, là, que chaque jeune est vraiment unique. Donc, c'est une question qui ressemble à celle de tantôt. Oui, je vais revenir à une réponse qui est similaire, mais c'est quelque chose qui est bien établi là, en psychologie, c'est la relation, l'alliance thérapeutique. Donc, trouver la bonne personne avec qui il y a une connexion, puis que cette personne va trouver, en fait, la connexion qui va faire en sorte que on s'entend. Moi, j'entends le jeune entend ce que j'ai à lui dire. Donc, des fois, c'est pas comme la technique comme telle qui est la plus importante, c'est de trouver l'adulte dans l'entourage avec qui l'alliance va réussir à se créer. Donc, de ne pas abandonner, mais de rechercher peut-être au-delà des lieux où on regarde habituellement. Alors, il y avait une question de façon générale. Diriez-vous qu'autant à l'école qu'au travail, nous avons les outils, le vouloir et la conscience pour appliquer ces belles théories? C'est une bonne question. Moi, une de mes forces dans le top 5, c'est optimisme. Donc, je crois que l'être humain est bien. Moi, je vais me concentrer sur les exemples où ça marche très bien. Donc, puis j'essaie de vendre les exemples où ça fonctionne bien pour créer un effet d'entraînement. Dans beaucoup de milieux, il y a du cynisme, de la démotivation. On va plus souvent entendre parler de ce qui va mal, mais il y a plein de beaux exemples où ça va bien. J'ai essayé de vous en donner quelques-uns. Mais ce qui va permettre ou pas l'application de ça, c'est le niveau de réceptivité des gens en position d'influencer.
Donc, dans les écoles, ça va peut-être être les enseignants, les directeurs, ils vont dire, OK, on prend nos jeunes puis on les amène jusqu'au bout d'eux-mêmes versus, ils sont tellement paresseux, il faut mettre des critères bien stricts. Donc, c'est pour ça qu'on doit apprendre comment fonctionne un être humain puis ensuite apprendre les bons comportements puis essayer de les faire. Mm-hmm. Oui, bien, puis nous, quand on va offrir aux écoles de collaborer à nos recherches, là, je vois la réceptivité, puis même les écoles qui refusent en général, c'est pas parce que ça les intéresse pas, ces théories-là. Là, c'est parfois, malheureusement, il y a beaucoup de roulements personnels, je trouve. Donc, il y a toujours des gens qui sont déjà là à essayer de se familiariser avec des nouveaux dossiers. Alors, si ça, au moins, ça va être plus stable, que les directions soient là un peu plus longtemps. À ce moment-là, quand il y a un bon roulement, là, on peut passer au prochain niveau puis re-questionner la façon dont on peut, avec laquelle on peut appliquer là, les beaux principes là, dont on vient de parler. Mais c'est sûr qu'il y a des gros défis là, en ce moment dans le système d'éducation. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, 2 dernières questions. Il y avait la question, j'ai Sur le cours de oublié. parents. Oui, Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le cours de parents? Merci. J'ai un rôle d'à côté de moi, j'aime ça. Le programme s'appelle Nos enfants. Les 2 personnes responsables, c'est Geneviève Majot et Mireille Joussemet. Donc, si vous cherchez le programme Nos enfants à l'Université de Montréal, vous allez pouvoir trouver des informations. Mais si vous voulez acheter le livre de la formation, ça fait 20 ans qu'il est dans le top 5 des livres sur les pratiques parentales les plus vendus. C'est comment parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent. Donc, dans le livre, vous avez des habiletés qui sont ensuite enseignées dans le cours de parents. Dernière question. L'avant-dernière, parce que l'autre, celle-là, je vais vous la poser parce que je trouve que ça allait vraiment avec ce que vous dites de connaître les forces de chaque personne. Il y a une question, c'est comment motiver un jeune de 21 ans qui a un handicap physique, qui a des difficultés à l'école, quand il a 2 frères plus vieux qui sont à la maîtrise à l'université, comment éviter qu'ils se comparent? Ah oui. Hein? Excellente C'est une belle question en lien avec la présentation. Oui, puis oui, je pense justement, je reviens à ça, mais chacun a ses forces, puis de recadrer justement avec, il y a des livres plus grand public qui parlent des buts de performance puis des buts de maîtrise, puis de regarder au quotidien comment on peut apprendre, on peut s'améliorer, puis sans nécessairement qu'on vienne le message que de faire une maîtrise, là, c'est comme la chose la plus importante. Là, il y a plein d'autres choses importantes dans la vie, puis qui peuvent faire du bien dans notre communauté. Alors, peut-être de se renseigner là-dessus, puis d'essayer de recadrer avec le jeune quelles sont les priorités dans la vie. Je vous ai entendu beaucoup parler du mot performance. Oui. Oui. Comment vous le définissez? Parce qu'il me fait toujours un petit peu frémir. Oui, c'est ça. N'ayez pas peur. La performance, c'est de bien faire ses tâches. Idéalement, d'être un bon citoyen, d'en faire plus, d'être poli, d'être gentil et de ne pas faire d'actions négatives. Donc, la performance, il faut le voir comme un tout où c'est pas juste une personne qui gagne à tout coup. Un chauffeur d'autobus est performant s'il nous amène à l'heure puis on ne brasse pas trop. Un enseignant va être performant si les enfants sont contents de rendre à l'école puis qu'ils apprennent bien. Donc, la performance, c'est juste de remplir un rôle social qui est important dans une mission plus large que soi. Idéalement, si on a le temps et les énergies, d'en faire un peu plus. Et surtout, de ne pas faire de trucs négatifs, soit interpersonnels ou envers notre organisation. Donc, c'est un faisceau plus large que juste récompenser la personne qui a vendu le plus, par exemple. C'est vraiment fonctionner de façon optimale. J'utilise le mot performance parce que souvent, en organisation, les gens sont réceptifs. Lorsqu'on prononce ce mot-là, j'aime mieux fonctionnement optimal parce que si vous êtes performant mais triste, j'estime pas que vous êtes performant. OK. Il y en avait une dernière. Travailler avec ses forces sur les faiblesses. Bravo. Alors oui, on va conclure là-dessus. On va faire 2 autres webinaires. On en fait un en octobre sur la gratitude. Alors, la gratitude, je sais que ça fait peur à des gens parce qu'il y a des personnes qui se disent, mon Dieu, si on reconnaît ce qu'il y a de bon, est-ce qu'on va garder notre sens critique? N'ayez pas peur. On perd rarement notre sens critique, mais prendre le temps
de reconnaître ce qu'il y a de bon dans notre vie, ça nous rend vraiment plus heureux. Et ça réduit le stress et on pourra en parler lors du webinaire d'octobre. Vous allez pouvoir suivre ça sur notre site, on va donner l'information. En janvier, on va avoir un autre webinaire sur le pouvoir d'agir. Et le 6 mai, on vous invite, vous allez pouvoir trouver ça sur notre site aussi, le site mouvement smq.ca. Et si vous allez dans campagne, il est complexe encore notre site, mais si vous allez dans campagne 2018, dans les activités, vous allez avoir l'information sur le lancement de la semaine nationale de la santé mentale. Et dans le cadre de la semaine, on le fait en partenariat avec l'association des arts thérapeutes. Alors, ça va être une journée complète à voguer ici dans les pavillons de l'UQAM, à avoir accès à connaître c'est quoi l'art-thérapie. Et vous allez avoir 2 panels, un justement sur le sens d'une manière abordée de toutes sortes de façons. À la fois, M. Forêt va être là, il va y avoir des personnes qui vont parler de l'indignation qui a donné du sens dans leur vie. Il va y avoir allez voir nos invités. Et l'après-midi, il va y avoir un autre panel avec des art-thérapeutes qui vont parler du sang et de l'art-thérapie. Alors, c'est le 6. Et pour les personnes qui ne peuvent pas être sur place, bien, ça va être, on fait un Facebook Live pour les personnes qui sont à distance. Donc, ça va être possible d'entendre les webinaires aussi. Alors, le site pour aller directement sur la campagne, c'est être-bien-dans-sa-tête.ca. Alors, allez-y, vous allez avoir l'information, nos outils et merci d'avoir été avec nous. Bye.